Salut les trekkers, dans cette nouvelle vidéo, je voulais aborder un thème qui m'est cher, un thème que j'ai déjà survolé, abordé dans certaines vidéos, mais sans vraiment les détailler. C'est la raison pour laquelle je déteste les sacs à dos kaki, je n'aime pas les vêtements noirs et ainsi de suite. C'est en grande partie parce que je veux être vu en randonnée. Alors, j'aime bien être vu en randonnée pour deux raisons. D'une part parce que je ne fais pas du bushcraft, je ne suis pas là pour être l'homme de la forêt, me confondre dans la forêt. J'aime bien être vu parce qu'il y a deux raisons. La première, c'est que si jamais j'ai un accident, j'aimerais bien que les gens puissent me repérer le plus facilement possible. Et il y a quand même assez régulièrement des accidents de randonnée. Si vous êtes sur un GR très fréquenté comme le Tour du Mont Blanc ou le GR20, je suppose que voilà, vous pouvez être amené à rencontrer des personnes dans la demi-heure ou dans l'heure, mais il y a quand même des GR un peu plus confidentiels où il y a un peu moins de personnes, notamment par exemple sur le GR30, ça m'est arrivé de voyager pendant quasiment une journée sans croiser quasiment personne. Donc je me dis que voilà, s'il y a un accident, il vaut mieux être visible. Et de la même façon, si jamais vous êtes sur un GR qui est très fréquenté, mais que vous tombez dans un fossé, une crevasse ou je ne sais pas quoi, si vous chopez une chute et que vous arrivez à être survivant, mais que vous ne pouvez pas bouger, c'est toujours intéressant pour un hélico de pouvoir vous repérer. Vous pouvez toujours vous habiller en blanc, en jaune, en vert et ainsi de suite. Ce qui marche le mieux, c'est l'orange. Il faut que ce soit flashy et c'est la meilleure façon de vous repérer. La deuxième chose, malheureusement, l'actualité se rappelle à nous puisque il y a récemment, je crois qu'il y a 5 ou 6 jours, il y a une randonneuse qui a été tuée dans le Cantal à cause d'un accident de chasse. Ça m'est déjà arrivé, notamment je crois que c'était sur la randonnée que j'avais fait en Belgique avec mon pote Fabrice. On avait randonné et on a entendu pas mal de chiens, de coups de feu et tout. Ça nous avait un peu stressé. Ça m'est arrivé aussi, je crois que c'était sur le GR30, si je ne me trompe pas, où j'avais aussi entendu pas mal de chiens et des coups de feu. Donc dans ces cas-là, on n'est jamais très à l'aise. Et en fait, je voulais revenir là-dessus, sur comment est-ce que je fais un petit peu moi pour éviter les accidents de chasse et aussi avoir vos retours sur votre avis sur mes techniques et sur vous, comment vous faites. Je veux vraiment pas rentrer dans la polémique sur qu'est-ce qu'un bon chasseur ou un mauvais chasseur, qu'est-ce qu'un bon randonneur ou un mauvais randonneur. Je veux pas savoir qui a tort, qui a raison. Je pars juste du principe que c'est un état de fait. Alors oui, peut-être que les chasseurs ne devraient pas chasser certains jours, oui, peut-être que les randonneurs devraient être sur certains endroits. On peut partir sur plein de polémiques, mais moi je pars du principe que il y a des chasseurs qui chassent, il y a des randonneurs qui randonnent, et comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait le moins d'accidents possible. Alors la première chose que je voudrais dire, contrairement à ce que mon pull peut laisser croire, je ne suis pas du tout chasseur, je ne fais pas de bushcraft, tout ça, c'est juste un pull avec cette couleur-là, voilà. Je voulais juste dire que contrairement à ce qu'on pense en entendant la radio, en regardant la télé, il n'y a pas tant d'accidents de chasse que ça. Il y en a surtout de moins en moins depuis une vingtaine d'années. Je n'étais pas au courant pour préparer cette vidéo, je me suis renseigné. Les chiffres sont vraiment de plus en plus en baisse. Il y a très peu d'accidents, il y a très peu d'accidents mortels, même si c'est toujours trop d'accidents. Et surtout, la grande majorité des accidents de chasse concernent des chasseurs. Donc soit des chasseurs qui se tirent les uns sur les autres, soit des autotirs, donc des chasseurs qui manipulent mal leur arme et se tirent dessus. Voilà, donc déjà il faut savoir que malheureusement ça arrive, mais c'est très rare qu'un randonneur puisse se faire tirer dessus. On a souvent des retours d'expérience de randonneurs qui disent avoir entendu des plombs volés à gauche ou à droite, ou des riverains avoir eu des plombs sur leur toiture. Mais il y a heureusement très rarement des accidents, donc il ne faut pas non plus trop paniquer. Mais voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça. Je pense que les choses qui sont très importantes, c'est de savoir qu'on peut quasiment rien faire pour anticiper ça, puisque oui, il y a des saisons de chasse qui vont je crois, de septembre à février, mais il y a énormément d'exceptions à droite ou à gauche, en fonction des départements, en fonction du type de chasse.
Donc déjà, si vous enlevez septembre ou février, ou au moins septembre-octobre, ça fait quand même une bonne petite saison où beaucoup de gens randonnent et on ne peut pas. Vous pourriez vous renseigner pour savoir quand a lieu la chasse, où a lieu la chasse, mais encore une fois, j'y crois pas trop, parce qu'en randonnée, quand on marche sur 20-25 km, on traverse une surface qui est tellement grande que vous n'allez pas commencer à appeler chaque mairie ou chaque organisme pour savoir s'il y a un terrain de chasse ou pas. Je trouve ça très compliqué. Donc, en fait, moi, ce qui se passe en général, il y a deux situations. La première situation, c'est je marche et j'entends des chiens ou j'entends des balles. Qu'est-ce que je fais? Ou alors, je marche et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un terrain de chasse, soit par rapport à des écriteaux, soit par rapport au fait d'avoir vu des chasseurs ou avoir vu beaucoup de voitures arrêtées. Et qu'est-ce que je fais? Alors, première chose, je pense vraiment que le plus important, c'est d'être le plus visible possible. Encore une fois, ça n'évite pas les accidents, mais être le plus visible possible, par exemple, c'est ne pas avoir ce type de sac. Je rigole parce que c'est mon sac, mais bon. Ne pas avoir ce type de sac, je vous l'ai dit quand je l'ai acheté pour faire le GR30, j'étais super déçu par Decathlon parce qu'il y avait deux versions de ce sac-là, c'était kaki ou noir. Voilà, genre Forclaz fait des sacs pour le bushcraft. Enfin, je trouvais ça complètement stupide. Celui que j'avais avant était vraiment sympa parce qu'il avait des petites sangles orange, donc déjà je me disais on voit un peu mieux. Mais voilà, je regrette le fait de ne pas pouvoir avoir un sac beaucoup plus flashy. Si jamais je randonnais avec ce sac-là ou avec mon Osprey qui est gris, donc il n'est pas beaucoup plus visible que ça, si jamais j'entendais des coups de feu, si j'entendais du bruit, j'essaierais d'être le plus visible possible. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut mettre et qui est très très bien pensé ce coup-ci de la part de Decathlon? On peut mettre sa housse de pluie et qui, elle, pour le coup, est bien visible. La housse de pluie, vous pouvez la mettre quand il pleut. Vous pouvez la mettre lorsque vous pensez que vous allez traverser un territoire de chasse ou lorsque vous entendez des chasseurs. C'est déjà une façon de se voir, de se montrer. Mais aussi, n'hésitez pas, mettez votre housse de pluie lorsque vous marchez normalement, même lorsqu'il fait beau, parce que si vous avez un accident et qu'ensuite vous êtes inconscient ou dans l'impossibilité de vous déplacer, c'est pas à ce moment-là qu'il faudra commencer à mettre votre housse de pluie. Donc ça peut être intéressant, sachant aussi que alors peut-être pas sur des randos, sur des GR assez praticables, comme par exemple le GR65, donc Saint-Jacques-de-Compostelle, mais les GR où vous risquez d'avoir des passages un peu étroits, de la roche, des choses comme ça, des passages un peu techniques, ça peut être aussi très intéressant de le mettre sur votre sac pour que ce soit avant tout la housse de pluie qui commence à prendre un peu d'usure et que ce ne soit pas votre sac qui prenne. Donc voilà, tout ça pour dire que ça c'est très intéressant. Bien entendu, si vous pouvez opter pour des habits, optez plutôt pour des habits un peu visibles, un peu flashy, que ce soit pour les chasseurs ou en cas d'accident. Moi je pense notamment à ma veste de pluie. La veste de pluie que j'ai adorée, hein, je l'ai pas mal utilisée, notamment sur le GR30 et je l'ai utilisé surtout sur le GR651, donc la traversée du Célé que j'ai fait sous 3 jours de pluie, qui a été géniale. Donc ça c'est une veste Quechua, je vous mettrai en dessous les infos. Et voilà, je suis assez content parce qu'elle est un peu plus visible que ça. Si jamais vous entendez des chasseurs, la chose la moins intelligente du monde à faire, c'est de vous cacher. Voilà, donc ça c'est pas très malin parce que soit vous vous cachez, vous pouvez vous prendre une balle parce que les chasseurs pensaient qu'il y avait personne, soit vous vous cachez mal et vous faites un peu de bruit et ils peuvent croire que vous êtes une tourterelle ou un sanglier s'ils voient mal. Donc ça peut être un peu délicat. Moi ce que je vous conseille, encore une fois c'est ma façon de faire, je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est vous signaler. Donc vous pouvez parler, appeler, vous pouvez, si vous avez un petit sifflet de détresse, vous pouvez siffler pour signaler votre présence. Et voilà, et simplement dire attention, il y a quelqu'un ici. Lorsque vous voyez un chasseur, n'hésitez pas à aller à sa rencontre. Encore une fois, vous n'êtes pas propriétaire de la forêt, vous n'êtes pas propriétaire de votre GR. Le chasseur n'est pas propriétaire non plus de son GR, enfin de son espace d'évolution. Donc vous êtes juste là en bonne adéquation. N'hésitez pas à aller vers lui parce qu'en fait, c'est une très bonne source d'information.
Donc si vous allez vers le chasseur, vous allez pouvoir, déjà dire, je suis là, où est-ce que je peux aller pour pas me faire canarder, entre guillemets, et surtout lui dire, mais est-ce que la chasse va durer longtemps? Je pense aller de là à là. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres terrains de chasse? Est-ce que c'est dangereux ou pas? D'accord? Et ça, c'est vraiment une personne qui va bien vous renseigner. Une autre chose que j'ai déjà fait, c'est je sentais que j'étais dans un terrain de chasse, parce que souvent vous avez des panneaux chasse privée et ainsi de suite. Dès que je rencontre quelqu'un du cru, en fait souvent je lui demande, je lui dis, je vois qu'il y a pas mal de terrains, de panneaux, de chasse, tout ça, est-ce qu'il y a de la chasse en ce moment, tout ça? Et souvent les gens qui habitent là sont les meilleures personnes pour vous répondre et vous dire un petit peu ce qu'il en est. Si jamais vous voyez un panneau chasse en cours, vous avez deux solutions. Soit vous faites le mariole et vous dites, je suis dans mon bon droit, j'ai le droit d'aller où je veux et j'en ai rien à foutre de ces cons. Donc ça, c'est super intelligent, mais vous pourrez toujours vous prendre une balle. Donc ça, c'est peut-être un peu moins bien. Ou alors, vous dites, ils sont en train de faire leur activité, je vais peut-être pas aller les déranger, je vais peut-être pas aller risquer un accident, parce qu'encore une fois, il y a énormément de chasseurs qui sont très intelligents, qui font très attention, mais un accident est vite arrivé, d'accord, puisque d'ailleurs, comme je vous le disais, je crois qu'il y a 20% d'auto-tir. Donc c'est des gens qui se tirent sur eux-mêmes, je ne pense pas qu'ils l'ont fait exprès, ou je ne pense pas que c'était parce qu'ils ne s'aimaient pas eux-mêmes qu'ils se sont tirés dessus. Donc voilà, un accident peut être très vite arrivé. Donc je vous conseille de vous détourner et encore une fois de demander aux gens du cru pour voir s'il n'y a pas une possibilité d'aller ailleurs. Bien entendu, c'est là où le topo guide, la carte du coin, que ce soit une carte papier ou une carte par exemple sur Visorando que vous aurez prétéléchargé sur votre téléphone, et bien sûr une boussole, peuvent vous aider parce que ça peut vous permettre de dire non, là c'est un endroit un petit peu un peu dangereux, il y a une chasse en cours, je vais aller autre part. Petite parenthèse, n'oubliez pas que c'est pas parce qu'il y a un terrain de chasse que vous allez devoir changer d'itinéraire. Il peut y avoir énormément de raisons qui vont vous faire changer d'itinéraire. Sur le GR30, j'ai quand même eu plusieurs fois des terrains qui étaient... je devais traverser une rivière, c'était vraiment un petit peu difficile et je me suis dit, heureusement que l'eau n'est pas encore trop haute parce que sinon j'aurais pas pu passer par là. Donc j'aurais pu devoir faire des contours. Pour ceux qui évoluent dans la neige, vous savez bien qu'à des moments, il y a tellement de neige qu'on ne peut pas continuer et donc il faut savoir lire une carte, il faut pouvoir avoir des itinéraires bis. Donc voilà, je ne dis pas que c'est uniquement quand il y a des chasseurs, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse, une toute petite vidéo sur la notion de signalisation. Cette vidéo, je devais la faire depuis longtemps, mais je voulais vraiment, plusieurs fois, je vous en ai parlé en disant « j'aime bien les choses un peu flashy, tout ça ». Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. La seule raison pour laquelle je pourrais ne pas vouloir être visible, c'est uniquement en bivouac. Ou alors soit il y a des personnes qui sont un peu stressées par le fait de bivouaquer seul et qui ont peur, notamment les femmes, qui ont peur de pouvoir se faire agresser parce que elles se sentent isolées, seules, tout ça. Donc je peux comprendre qu'on puisse vouloir se mettre un peu à l'abri en deçà derrière, même si encore une fois, je pense que vous risquez beaucoup plus l'agression en pleine ville en journée, plutôt que la nuit, paumé à 5 ou 10 km de n'importe quel village, parce qu'il ne faut vraiment pas avoir de bol pour tomber sur une personne qui soit tarée, d'accord? Donc encore une fois, je ne pense pas que ce soit gênant. L'autre raison pour laquelle je peux comprendre qu'on essaie d'être le plus invisible possible, c'est lorsque vous bivouaquez dans un endroit où vous ne devriez pas trop être. Alors ça nous arrive tous, on essaie toujours de suivre la loi, mais à des moments, on est bloqué, on cherche, on ne trouve pas de lieu, on trouve un terrain, ça doit être un terrain privé, mais on ne sait pas trop, on se dit, là le soleil va se coucher, je suis un petit peu embêté, ça m'est arrivé sur le GR30 après avoir marché, je crois que c'est à 22h où j'ai planté ma tente, où il a bien fallu que je prenne une pâture parce que j'avais vraiment aucun autre endroit. Et le lendemain, j'ai appris que si j'avais pas pris ce lieu-là, j'avais encore 5 ou 7 km à faire à travers champs avec des bovins pour pouvoir enfin trouver un lieu de bivouac. Donc j'ai bien fait de prendre ce lieu. Et ça m'est arrivé aussi sur le GR65 à Saint-Colm-d'Olt où je trouvais pas de lieu. Je suis rentré dans la ville et j'ai trouvé ce qu'on appelle une dent creuse, c'est-à-dire des terrains bâtis et en plein milieu un terrain non bâti qui était à vendre mais qui était complètement ouvert et c'est là où j'ai planté ma tente. Donc voilà, parfois on n'a pas trop le droit et c'est là où
il vaut mieux planter sa tente à la nuit tombée et il vaut mieux être le moins visible possible. Donc avoir une tente voilà, qui passe un peu partout et c'est pas si mal. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Encore une fois, j'ai pas envie qu'il y ait des discussions sur les pro-chasseurs et les anti-chasseurs, sur les pro-rando, les anti-rando, chacun ses arguments. Moi, je pars juste de l'état de fait que la chasse existe, que la rando existe, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter. Je ne veux pas savoir qui a tort, qui a raison, encore une fois. Il faut juste que moi, j'ai pas envie de me prendre une balle et j'ai pas envie de tomber dans un ravin et que les squares ne me voient pas. Donc j'essaye de trouver des solutions pour faire en sorte que ça n'arrive pas et que tout se passe bien. Voilà, je vous attends en commentaire et n'hésitez pas à me donner des infos et me dire un peu comment vous faites. Et voilà, que vous soyez chasseur ou randonneur ou chasseur-randonneur, comment vous vous adaptez à ces situations. À très bientôt.